Pour Obsession, un studio a proposé à Curry Barker d'augmenter le budget à condition qu'il rende le personnage principal plus héroïque. Il a refusé, préférant garder le protagoniste moralement dérangeant plutôt qu'un récit plus classique et rassurant. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Open. Cette fois-ci, on s'attaque à un film très récent. J'ai été le voir il y a quelques jours et quelle gifle! Bon, faites un vœu. On est parti. Quand un film d'horreur indépendant débarque sans star, sans campagne marketing gigantesque et parvient malgré tout à s'imposer dans les discussions des cinéphiles, il y a souvent une raison. Obsession de Curry Barker est une de ses œuvres. Le concept est pourtant plutôt banal. Un jeune homme amoureux fait le vœu que la femme qu'il désire l'aime plus que tout au monde. One wish will. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. Le vœu fonctionne et tout part en vrille. Cette histoire pourrait ressembler à une comédie romantique détraquée, à un conte surnaturel ou à un slasher psychologique. Obsession a choisi d'être les trois à la fois. Le film construit progressivement un malaise lourd qui transforme chaque scène intime en torture psychologique. Ce qui frappe immédiatement, c'est la façon dont Curry Barker prend un fantasme extrêmement répandu dans la fiction romantique et l'examine jusqu'à sa conclusion logique. Que se passerait-il réellement si quelqu'un pouvait forcer une autre personne à l'aimer? Obsession parle de désir, de contrôle, de consentement, de solitude et finalement d'obsession. Derrière son humour noir, son gore et ses situations absurdes, il développe un discours moderne sur les relations humaines. Arrêtons-nous quelques minutes sur la structure narrative du long métrage. Le film reprend un motif classique de la littérature fantastique, celui du vœu exaucé qui se retourne contre celui qui l'a formulé. Des récits populaires aux nouvelles comme La patte de singe de W.W. Jacobs, cette tradition repose sur cette simple idée. Obtenir exactement ce que l'on souhaite ne conduit nécessairement pas au bonheur. Le One Wish Willow s'inscrit totalement dans cette logique. Son apparence anodine participe à son efficacité narrative. Bear ne conclut pas de pacte avec le diable. Il achète simplement un objet dans une boutique ésotérique. Le danger prend alors la forme d'un geste banal, ce qui rejoint l'un des thèmes centraux du film. Le désir de contrôle dissimulé derrière des aspirations ordinaires. Bear ne souhaite ni richesse ni pouvoir. Il veut simplement être aimé de Nikki. Pourtant, la formulation de son vœu révèle déjà un problème. Il souhaite qu'elle l'aime plus que tout au monde. Le film montre alors comment une demande qui semble romantique au départ implique en réalité la suppression de toute liberté affective. L'intérêt du récit tient également au traitement de son protagoniste. Dans un premier temps, Bear correspond à une figure familière du cinéma romantique. Un jeune homme timide, maladroit et sincère. Curry Barker s'appuie sur cette image pour interroger certains codes du genre. Là où de nombreuses romances présentent la persévérance comme une preuve d'amour, Obsession montre les conséquences du désir qui refuse la possibilité du rejet. Le vœu ne crée pas les sentiments de Bear, il les pousse à leur extrême logique. Nikki devient progressivement incapable d'exister en dehors de sa relation avec lui. Son affection se transforme en dépendance, puis en obsession. À mesure que son comportement devient de plus en plus envahissant et imprévisible, le film met en évidence une idée essentielle. Une relation ne peut fonctionner sans limite ni autonomie individuelle. Derrière la figure monstrueuse qu'elle devient, subsiste le souvenir de la jeune femme qu'elle était auparavant. Le véritable drame du film réside alors moins dans la magie que dans la disparition progressive de son libre arbitre. Sous les apparences d'un récit fantastique, Obsession interroge ainsi la frontière entre l'amour et la possession. Le contexte dans lequel apparaît Obsession permet également d'éclairer ses intentions. Depuis plusieurs années, une partie du cinéma d'horreur américain privilégie des peurs liées aux relations humaines, au traumatisme ou aux tensions sociales plutôt qu'aux monstres dits classiques. Le fantastique demeure présent, mais il sert souvent à rendre visibles des comportements ou des angoisses bien réelles.
C'est précisément la démarche adoptée par Curry Barker. Bien que le récit repose sur un objet magique, la véritable source de l'horreur réside dans la relation entre Bear et Nikki. La magie n'est qu'un mécanisme narratif qui révèle les conséquences d'un désir déjà présent. Le One Wish Willow permet à Bear d'obtenir ce qu'il veut, mais il met surtout en lumière son incapacité à accepter une réalité très simple. Nikki ne partage pas ses sentiments. Le film construit ainsi une réflexion sur le besoin de contrôle. Au lieu d'accepter le risque inhérent à toute relation, Bear choisit de supprimer l'incertitude. Le vœu ne lui permet pas seulement d'éviter le rejet, il élimine également la possibilité du consentement. Beaucoup ont rapproché son personnage de la figure du nice guy, c'est-à-dire d'un homme convaincu que sa gentillesse devrait naturellement être récompensée par une relation amoureuse. Dans cette logique, l'amour devient presque une forme de reconnaissance attendue plutôt qu'un sentiment librement partagé. L'intérêt du film tient plus au fait que Bear n'est jamais présenté comme un antagoniste caricatural. Il n'est ni violent ni particulièrement malveillant au départ. Son comportement repose davantage sur la conviction que ses sentiments légitiment ses actes. Obsession montre ainsi comment une frustration ordinaire peut devenir problématique lorsqu'elle refuse les limites fixées par autrui. Cette réflexion se prolonge à travers le personnage de Nikki. Après le vœu, elle conserve une apparence humaine, mais son comportement semble progressivement artificiel. Ses réactions paraissent programmées autour d'un seul objectif, aimer Bear de manière absolue. Bear, I love you so much. I don't think I could live without you. Chaque scène souligne cette réduction de sa personnalité. Ses émotions deviennent excessives, ses réactions imprévisibles, et son rapport au monde se limite petit à petit à son obsession. La mise en scène insiste régulièrement sur cette perte d'identité. Nikki semble parfois agir comme un système incapable de concilier sa personnalité d'origine avec l'obsession imposée par la magie. Like what? Is she okay? No. Does Nikki like me? Yeah. En cherchant à supprimer ces éléments, Bear détruit précisément ce qui donne sa valeur à l'amour. La catastrophe qui suit apparaît alors moins comme la conséquence d'un objet maudit que comme le résultat d'un désir de contrôle poussé à son extrême. Si un personnage concentre les principaux enjeux symboliques d'obsession, c'est bien Nikki. Dès le début du film, Curry Barker la présente à travers le regard de Bear. C'est lui qui occupe le centre du récit, tandis qu'elle apparaît souvent comme un objet d'observation. Ce choix de mise en scène prend tout son sens lorsque le film révèle son véritable sujet, la différence entre aimer une personne et aimer l'image qu'on se fait d'elle. Bear est persuadé d'aimer Nikki, mais le récit interroge progressivement la nature de cet amour. Is her love real? Just because you chose this for her doesn't make it less real. S'intéresse-t-il réellement à sa personnalité, à ses désirs et à son autonomie, ou à une version idéalisée construite par ses propres fantasmes? Le vœu agit comme une réponse à cette question. Il ne crée pas de nouvelle Nikki, il produit une version conforme aux attentes de Bear. La transformation du personnage repose précisément sur cette logique. À mesure que l'histoire progresse, Nikki semble perdre ce qui faisait d'elle une personne à part entière. Son identité s'efface progressivement au profit d'une seule fonction, aimer Bear. Plusieurs éléments de mise en scène participent à cette évolution, notamment le travail sur son apparence et son comportement. Peu à peu, elle paraît moins définie par ses propres choix que par le désir du protagoniste. Le film donne ainsi une forme concrète à la question de l'objectification. Nikki devient un objet émotionnel dont l'existence entière est organisée autour des besoins d'un autre individu. Cette situation constitue l'une des principales sources d'horreur du récit. Une relation suppose normalement la rencontre de deux individualités distinctes. Le vœu détruit cet équilibre en réduisant progressivement l'une d'elles. Cette perte d'autonomie se manifeste dans plusieurs scènes marquantes. Lorsque Nikki observe Bear dormir, peut-être la pire scène du film, ou lorsqu'elle semble incapable de supporter la moindre séparation.
Son comportement apparaît moins comme une personne amoureuse que comme celui d'une personne privée de toute distance émotionnelle. Ses réactions deviennent excessives parce que son existence ne repose plus que sur un seul point d'ancrage. C'est pourquoi Nikki ne fonctionne jamais comme une simple antagoniste. Elle agit plutôt comme le reflet déformé des désirs de Bear et des conséquences de son choix. Derrière les actes inquiétants qu'elle commet demeure l'idée d'une personne privée de toute liberté. Le film construit ainsi un paradoxe central. En cherchant à posséder totalement Nikki, Bear détruit précisément ce qui faisait d'elle un être singulier. À la fin, il n'obtient pas la personne qu'il désirait, mais une obsession qui en a conservé l'apparence. Je me permets de prendre quelques secondes de votre temps pour vous parler des points boost, pour booster la visibilité de la vidéo. Ça prend quelques secondes, juste en dessous de l'écran, vous faites défiler les petits onglets et vous appuyez dessus. Et surtout, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sinon, j'appelle Bear et il fera le vœu que vous l'aimiez plus que tout au monde. Allez, on est reparti. L'un des points forts d'Obsession réside dans sa mise en scène du malaise. Là où certains films d'horreur privilégient la peur frontale, le gore ou le suspense classique, Curry Barker construit quelque chose de plus diffus. Une tension continue basée sur l'inconfort. L'horreur naît rarement d'un événement spectaculaire. Elle s'installe dans les silences, dans les dialogues et dans les comportements décalés. Cette approche crée une instabilité permanente. Chaque scène semble pouvoir rester dans l'ordinaire ou alors basculer à tout moment. Le spectateur ne peut pas anticiper les réactions de Nikki, dont les changements émotionnels sont brusques et imprévisibles. Un moment d'affection peut se transformer en agressivité. Une situation banale peut devenir inquiétante sans transition claire. Cette incohérence force une attention constante et place le spectateur dans une position proche de celle de Bear, toujours en train d'essayer de comprendre la personne en face de lui. Cette tension atteint un point particulièrement visible lors de la soirée chez Yann. La scène s'installe comme un moment social classique, mais plusieurs éléments perturbent progressivement l'équilibre. Les attitudes des invités, la gêne de Bear et la présence envahissante de Nikki. La scène construit alors une montée progressive du malaise, jusqu'à la scène du poème. Ce moment constitue un pivot important. Nikki y lit une réinterprétation d'Hansel et Gretel, transformée en récit violent et incestueux. Le texte, en apparence anodin, puisqu'il s'agit d'une activité créative, agit en réalité comme une expression indirecte de son état intérieur. Les thèmes du conte, enfermement, dépendance, perte de repères, sont amplifiés et détournés. L'écriture devient une forme de confession déguisée. Brother, you will be inside me tonight. La réaction des autres personnages renforce le malaise. Le silence qui suit la lecture devient aussi important que le contenu du texte lui-même. Et toute la séquence du Jenga suit cette logique. Le jeu, banal en soi, devient un déclencheur de tension sociale. Le défi imposé, embrasser la personne sur la gauche, provoque une réaction disproportionnée chez Nikki lorsque Sarah est concernée. Ce n'est pas le geste en lui-même qui déclenche la crise, mais l'idée que l'attention de Bear puisse se détourner d'elle-même, même brièvement. À ce stade, la relation est entièrement structurée par la logique de possession. Bear n'est plus perçu comme un individu autonome, mais comme un territoire à contrôler. Cette dynamique est renforcée par la performance de l'actrice, dont le jeu repose sur une dissonance constante entre le corps et les émotions exprimées. Ses mouvements, ses regards et ses variations de ton créent une impression d'instabilité permanente, comme si le personnage ne parvenait plus à maintenir une cohérence interne. Cette étrangeté atteint un sommet lors de l'appel au service client du One Wish Widow. What was with that guy on the phone? And have you decided like who was on the other line? Well, or that was that me. I don't know want? if you know that. It was you? Yeah, that's my voice, yeah. So she's just stuck like this forever? Well, yeah, I mean, as long as you live. La situation en soi absurde bascule dans l'horreur par contraste. Une conversation administrative sur fond de catastrophe surnaturelle. Le calme de l'opérateur renforce encore plus le paradoxe de la situation, jusqu'au moment où la voix de Nikki surgit, déformée et souffrante. Do you want to talk to her? What? Who? You want to talk to her? Who is that? Nikki?
Le film superpose alors horreur psychologique et logique quasi cosmique, comme si le fonctionnement du vœu dépassait le simple cadre humain. Mais le meurtre de Sarah est ce qui constitue l'aboutissement de cette progression. Personnage encore lié à une forme de normalité, elle représente une possibilité de sortie pour Bear. Sa mort marque la fermeture définitive de cette option. La violence de la scène ne fonctionne pas seulement comme une forme de climax, mais comme la conséquence logique d'un processus déjà enclenché, celui d'un désir qui refuse toute limite. Obsession construit ainsi son efficacité sur une continuité progressive entre malaise et catastrophe. Le film ne passe pas brutalement à l'horreur, il la fait émerger étape par étape jusqu'à ce que le contrôle absolu devienne indistinguable de la destruction. Parmi les différentes pistes de lecture d'obsession, celle du chat Sandy occupe une place singulière. Sa mort intervient très tôt dans le récit, mais le film ne la traite jamais comme un simple événement secondaire. Au contraire, son souvenir revient régulièrement, parfois sous forme de détails visuels, parfois comme une présence implicite qui traverse certaines scènes. Cette insistance ouvre la porte à une lecture symbolique. Plusieurs éléments entourant Nikki suggèrent un lien indirect entre les deux. Nikki apparaît souvent dans des espaces sombres, silencieuses, immobile pendant de longues minutes, avec une manière d'occuper le cadre qui évoque par moments un comportement animal. Le film ne confirme jamais explicitement cette interprétation, mais il accumule suffisamment d'indices pour la rendre plausible. Dans cette perspective, Nikki peut être perçue comme une figure hybride, façonnée à la fois par le vœu et par une forme de culpabilité liée à la mort du chat. What do you want me to do? For Sandy, okay? Le film suggère en effet que Sandy pourrait être morte à la suite d'une négligence de Bear, notamment à cause du médicament laissé accessible. Cette hypothèse transforme le récit en une structure traversée par le déni. Bear refuse la responsabilité, et chaque nouvelle catastrophe semble fonctionner comme un rappel indirect de cette première faute. Le personnage de Nikki devient alors un support de projection. Elle incarne à la fois le désir, la perte et la culpabilité. Son comportement obsessionnel peut être lu comme une extension de cette logique, une présence qui ramène constamment Bear à ce qu'il cherche à éviter. Le film glisse ainsi d'une histoire d'amour déformée vers une histoire de conséquences. La scène du sandwich illustre cette dynamique de manière particulièrement forte. Nikki force symboliquement Bear à intégrer le souvenir de Sandy dans un acte de consommation. L'image volontairement choquante fonctionne surtout comme une mise en scène du retour du refoulé. Ce que Bear tente d'ignorer revient sous une forme impossible à esquiver. Et cette idée traverse l'ensemble du récit. Chaque événement peut être lu comme une conséquence différée, chaque apparition de Nikki comme un rappel, et chaque mention de Sandy comme une forme d'accusation. Obsession adopte alors une structure proche de la tragédie, où l'évitement de la responsabilité ne fait qu'amplifier les conséquences. Dans cette logique, Sandy représente le premier point de rupture. Sa mort introduit l'idée que certaines pertes sont irréversibles et ne peuvent pas être compensées. Le vœu apparaît alors comme une tentative de contournement de cette réalité, effacer la frustration, la perte et l'incertitude par une solution absolue. Mais cette recherche de contrôle produit l'effet inverse. Les théories autour de la fragmentation de Nikki prolongent cette lecture. Le personnage semble osciller entre plusieurs états, plusieurs identités possibles, comme la fameuse Freaky Nikki, sans jamais se stabiliser. Cette instabilité peut être comprise comme une matérialisation du chaos engendré par le désir de Bear. Plus il cherche une version idéalisée de l'autre, plus l'identité se fissure. Nikki wouldn't say that. I just want you to act like Nikki. Obi, let me be Nikki. You're not being like Nikki. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I can be Nikki. I can be Nikki. I love you. I'm sorry.
It's not real. Ainsi, Sandy ne fonctionne pas seulement comme un élément narratif isolé, elle devient le point de départ d'un système de conséquences. À travers elle, le film introduit une idée centrale, l'impossibilité d'échapper aux effets de ses propres choix. I was calling to see if there's a way I can alter a wish. Like to cancel your wish? No. It's okay to keep the. I just want to know if I can like alter it a little. I'm sorry, we don't really do that. Obsession construit alors une boucle où le refus de la perte engendre une perte encore plus grande, jusqu'à ce que le désir initial se transforme en catastrophe persistante. Le dernier acte d'Obsession fonctionne comme une conclusion inévitable. Tous les éléments posés depuis le début du récit convergent vers une question. Comment sortir d'une relation construite sur la suppression du libre arbitre? Le film répond de manière pessimiste. Il n'existe pas de réparation possible, car le problème dépasse le cadre surnaturel et touche directement à l'identité des personnages. Le vœu n'a pas seulement altéré la réalité, il a surtout mis en lumière l'incapacité de Bear à accepter qu'une autre personne puisse exister en dehors de sa volonté. What's so bad about being with me? I've never been with you, Bear. Just kill me, please. L'apparition du dernier One Wish Willow pourrait laisser espérer une issue, mais cette possibilité est rapidement annulée. Bear ne peut plus s'en servir. Il ne peut plus faire de vœux. Le film refuse ainsi la logique classique de la résolution magique et impose la notion de conséquences irréversibles. So she's just stuck like this forever? Well, yeah, I mean, as long as you live. Cette idée est renforcée par la scène du souhait de Ian. Son vœu absurde, qui fonctionne immédiatement, confirme que les Willow exaucent réellement les vœux. Le problème ne vient donc pas de l'objet, mais de celui qui formule le souhait. Curry Barker déplace ainsi la responsabilité vers le désir lui-même, présenté comme moteur principal du chaos. Et cette logique prépare la confrontation finale. En rentrant chez lui, Bear découvre une scène particulièrement dérangeante. Sarah est morte et Nikki a pris son apparence. Ce moment condense l'ensemble du film. L'identité devient un costume, une surface malléable au service du regard de l'autre. Le processus d'objectification atteint ici une forme corporelle et visible, où l'individu disparaît au profit d'une imitation. Nikki apparaît alors comme une figure tragique. Même dans ses actions violentes, elle reste liée à une perte progressive du soi. Cette ambiguïté traverse tout le film et explique la réaction persistante du spectateur face au personnage. Le dernier affrontement entre Bear et Nikki marque l'effondrement de la situation. Dans la salle de bain, Bear se retrouve seul face à la possibilité de mourir. Choix qui mettrait fin à cette situation et permettrait à la vraie Nikki de revenir. Le choix de l'oxycodone déjà associé à la mort de Sandy referme la boucle narrative. La culpabilité initiale revient au point de départ. Le film adopte ici une structure narrative circulaire, où chaque conséquence semble découler logiquement de la précédente. Il avale les cachets, mais Bear tente finalement de survivre en essayant de se faire vomir. Il tente une nouvelle fois de fuir ses responsabilités, mais est immédiatement interrompu par Nikki, qui utilise le dernier Willow. Pour la première fois, elle agit sans être uniquement guidée par le désir imposé. Le résultat reste tragique. Bear meurt après l'avoir embrassée, comme si la relation ne pouvait exister qu'à travers sa propre destruction. Le film réserve ensuite son dernier renversement. Après la mort de Bear, la vraie Nikki revient. Son regard change, son comportement se stabilise et l'obsession disparaît. Libérée du vœu, mais confrontée aux conséquences irréversibles des actes de son autre elle. Son cri final est destructeur. Douleur, perte et liberté coexistent. Le film ne propose pas de rédemption. Il montre simplement une restitution tardive du libre arbitre, incapable d'effacer ce qui a été détruit. Obsession s'achève ainsi sur une idée claire. L'amour, pour exister, nécessite l'incertitude et la possibilité du refus.
Lorsque ces éléments disparaissent, il ne reste qu'une forme de possession qui conduit à la destruction des deux parties. Le film transforme ce principe en horreur progressive, où le véritable monstre n'est pas la magie, mais le désir de certitude absolue. Obsession est construit comme une fable moderne déguisée en film d'horreur. À travers le One Wish Willow, Cory Barker reprend la structure classique du vœu maudit pour parler d'un sujet contemporain, la confusion entre amour et contrôle. Bear croit chercher une relation, il cherche en réalité une certitude. Et à travers ses choix, devient la pire des personnes. Nikki devient alors la victime d'un fantasme qui refuse le libre arbitre, qui refuse la liberté. Le film transforme cette idée en cauchemar physique, psychologique et émotionnel. Chaque scène pousse un peu plus loin la même question. Que reste-t-il d'une personne lorsqu'on lui retire la possibilité de choisir? Et la réponse est terrifiante. C'est précisément pour ça qu'Obsession fonctionne aussi bien. Sous le gore, sous l'humour noir, sous les scènes volontairement absurdes et choquantes, le film cache une réflexion étonnamment riche sur le désir, la culpabilité, la dépendance affective et la liberté. Parce que les meilleurs films d'horreur ne nous poursuivent pas avec leurs monstres, ils nous poursuivent avec leurs idées. Et dans le cas d'Obsession, cette idée est impossible à oublier. L'amour commence là où la possession s'arrête. Et voilà mon analyse d'Obsession. Sérieusement, le film est excellent, sans blague. Il traite de sujets importants, comme le consentement, et son exécution est folle. Le malaise est palpable, et la peur intervient au bon moment. J'ai pas pris de gifle comme celle-ci depuis très longtemps. Inde Navarrete est parfaite, grandiose et flippante. Si jamais vous voulez discuter du film avec moi, faites-le en commentaire, ce sera avec très grand plaisir. Et dites-moi en commentaire, vous auriez été capable de faire un vœu pareil? Je vous remercie tous pour être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et sur ce, à bientôt sur la chaîne Open. Ciao!